Moïse Katumbi, Denis Mukwege et Delice Sanga prennent l'engagement de soutenir les médias. Les représentants de ces candidats ont signé l'acte d'engagement de l'ONG Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, dont la cellule d'investigation a publié un rapport démontrant que Stani Boujakera n'est pas le premier à avoir obtenu le document qui l'a emmené en prison. Selon elle, le journaliste ne peut donc pas en être le fabricateur. Affaire Mobondo, condamnation de 3 miliciens à 20 ans de prison pour participation à un mouvement insurrectionnel et un autre à la peine de mort pour participation à l'assassinat. Décision du tribunal militaire garnison de Kikwit. Une autre condamnation, c'est celle d'un magistrat au parquet près le tribunal de paix de Lemba à 1 an de prison ferme. Il est mis en cause pour arrestation arbitraire de 3 infirmières et tentative de concussion. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Liberté de la presse en RDC, les candidats présidents de la République, Moïse Katumbi, Denis Mukwege et Delice Sanga ont pris l'engagement jeudi à Kinshasa de soutenir les médias. Les représentants de ces candidats ont signé l'acte d'engagement de l'ONG Reporters sans frontières en se proposant par ailleurs de favoriser l'indépendance et la professionnalisation du secteur des médias en RDC. C'était à l'occasion de la publication hier du rapport de GED, journalistes en danger, lors de la journée mondiale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, célébrée chaque 2 novembre de l'année, que les délégués de ces candidats, présidents de la République, ont signé l'acte d'engagement de l'ONG Reporters sans frontières en présence du président de l'UNPC Kinshasa et directeur général de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba. Moïse Katumbi, Denis Mukwege et Delice Sanga se prononcent également de favoriser l'indépendance et la professionnalisation du secteur des médias en RDC. Ces candidats présidents de la République acceptent en outre de s'abstenir de toute pression contre des journalistes et de demander les tentatives de discrédit et autres attaques verbales d'acteurs politiques. Rappelons qu'au cours de la même activité, des associations professionnelles des médias ont exigé la libération du journaliste Stani Boujakera, qui selon elle est arbitrairement arrêté. Dans le chapitre similaire, le journaliste Stani Boujakera se retrouve ce vendredi pour la 3e fois devant les juges à la prison centrale de Makala où il est détenu depuis plus d'1 mois. De l'autre côté, les mouvements citoyens ont prévu un sit-in ce même vendredi aux portes de la maison carcérale. Il s'agit entre autres de Filimbi, Lucha et compagnie. Ensemble, ils exigent la libération sans condition du journaliste, considérant son arrestation comme une tentative d'étouffer la liberté au droit de l'information. Autre fait sur cette enquête est entré, on le rappelle, à l'assassinat du député national Chérubin Kende au mois de juillet, la cellule d'investigation de Reporters sans frontières qui a publié un rapport démontrant que le journaliste n'est pas le premier à avoir obtenu le document qui l'a emmené en prison et ne peut donc pas en être le fabricateur. Ça ne peut pas être lui pour au moins 2 raisons. D'abord, ça n'est pas lui qui l'a reçu en premier. Et ça, c'est établi. Il suffit de mener une enquête qui nous a pris seulement quelques jours sur place pour constater qu'il n'est même pas le premier à avoir reçu le document. C'est un document qui a par ailleurs abondamment circulé dans la communauté diplomatique, chez les sécuritaires, puis parmi certains journalistes et certains médias de la place. Le deuxième élément que révèle notre enquête, c'est que ce document, il est parfaitement authentique au sens où il vient bien de l'ANR, de l'Agence nationale du renseignement congolais. Et ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il y a plusieurs sources qui nous l'ont confirmé, y compris des sources internes à l'ANR. Maintenant, ça ne veut pas dire que son contenu est véridique. Ça ne veut pas dire non plus que son contenu reflète la position finale de l'agence. Mais en tout cas, il vient bien de l'ANR. Il est authentique en cela. Et l'enquête prouve sans conteste que Stanis Boujakera n'est ni l'auteur ni le propagateur de cette note qui vient des services de renseignement congolais. Condamnation à la cour d'appel de Kinshasa Matete d'un magistrat à 1 an de prison ferme. Olivier Matumu, magistrat au parquet près le tribunal de paix de Lemba, a été mis en cause pour arrestation arbitraire de 3 infirmières et tentative de concussion. Commentaire avec Bob Ambongo. Condamne à 1 an de servitude pénale principale. 1 an de servitude pénale principale.
C'est la sentence qui tombe à l'issue de cette audience en flagrance, mettant en cause Olivier Matoumo Kamale, magistrat au parquet près le tribunal de paix de Lemba, accusé pour arrestation arbitraire et tentative de concussion. Le 31 août 2023, le magistrat avait, en violation de la loi, fait arrêter et placer sous mandat d'arrêt provisoire 3 infirmières, Botouli, Adoué et Boketchou, avant de se rebiffer et proposer à son chef qu'elle puisse bénéficier d'une liberté provisoire pour insuffisance de charge en sollicitant d'elle le paiement de $500 chacune. Des faits graves pour lesquels le ministère public a requis une peine de 10 ans selon les articles 65 et 4 du Code pénal. L'on se rappellera, lors de la rentrée judiciaire d'août dernier, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, avait donné des instructions fermes interdisant les arrestations et libérations fantaisistes qui effleurent l'arbitraire et l'extorsion. Faisant le point sur l'affaire, le procureur général, près la cour d'appel de Kinshasa Matete, a exhorté les magistrats de son office et des parquets inférieurs à la bonne pratique du droit. L'instauration d'un état de droit, tel que souhaité par le chef de l'État, requiert le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Inscrit dans cette vision, le procureur général, près la cour de cassation, entend rigoureusement remettre de l'ordre dans ce secteur. Et puis, affaire Mobondo, le tribunal militaire garnison de Kikwit s'est prononcé hier sur l'affaire opposant l'auditeur militaire à 7 miliciens Mobondo accusés de participation à un mouvement insurrectionnel et participation à l'assassinat d'une dizaine de militaires et policiers. Dans son verdict, le tribunal a condamné 3 miliciens à 20 ans de prison et un autre à la peine de mort. Le procès Salomon Kalonda s'est poursuivi jeudi à la prison de Ndolo en l'absence prévenu. Compte tenu de son état de santé qui s'est aggravé, ses avocats sollicitent 3 mois pour que leurs clients soient sérieusement soignés. La Cour va se prononcer le 8 novembre prochain sur la demande de la défense. La poursuite ce jour du procès de Salomon Escadela à la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison militaire de Ndolo. Comme lors de l'audience du 16 octobre dernier, les prévenus étaient absents pour des raisons de santé. Il est pris en charge en dehors de la prison. La cour a lu séance tenante la correspondance adressée par le médecin responsable de la clinique pour signifier l'impossibilité d'extraire Salomon Kalonda de l'hôpital en vue de comparaître. L'officier du ministère public sollicite la tenue d'une audience foraine à l'hôpital. Tandis que la défense, qui pour des raisons humanitaires, sollicite une très longue remise à 3 mois pour permettre à l'aide client de cas de se rétablir. Ces documents est également parvenu au ministère public qui en a pris conscience, mais qui a tout de même sollicité la tenue d'une audience à l'hôpital. Une contre-expertise médicale a été effectuée sous l'état de santé de Salomon Kalonda et selon la défense, la situation critique que traverse ce proche de Moïse Katumbi Chapwe s'est révélée vraie. Ainsi, la défense a sollicité une remise de 3 mois en vue de permettre une bonne prise en charge. Il est temps de la prise en charge clinique. Ici, il y a juxtaposition de ces deux réalités. Et s'agissant d'abord de l'intérêt de la justice, notre client est jusqu'aujourd'hui entre les mains du ministère public. Donc la question ne se pose pas en ce qui concerne ces garanties de représentation. Une décision de la Cour militaire est attendue le 8 novembre prochain concernant les demandes des parties. Salomon Kalonda Idi a été arrêté le 30 mai à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa. Depuis son arrestation, ses avocats contestent les accusations portées contre lui. Les nouvelles de la CENI, sachez qu'elle a publié les listes définitives des candidatures à l'élection des députés provinciaux à 1 mois et demi des élections générales prévues le 20 décembre 2023. En outre, elle a tenu jeudi le forum sur l'observation électorale citoyenne dont l'objectif principal est d'offrir aux participants en tant qu'observateurs des outils théoriques et pratiques pour comprendre leurs fonctions et rôles, leurs droits et devoirs et leurs contributions particulières à la transparence du processus électoral et à la consolidation de la paix et de la démocratie en RDC. Cette rencontre est à en croire. Denis Kadima,
Une opportunité pour la CENI et les différents observateurs nationaux de réaliser qu'ils ne sont pas dans deux camps opposés, relevant que la centrale électorale poursuit les mêmes objectifs primordiaux que les observateurs, celui de la tenue d'élections qui soient crédibles, inclusives, transparentes et dans un contexte apaisé. L'actuelle CENI est bien consciente que les 3 cycles électoraux passés ont laissé à certaines parties prenantes un goût d'inachevé. Cette institution n'a pas toujours répondu présente aux attentes des uns et des autres et ne s'en cache pas. Mais elle a manifesté sa volonté dès le début du cycle en cours. Alors, tirant des leçons des cycles électoraux précédents, la CENI a identifié un certain nombre de défis dans l'établissement d'une relation de collaboration et de coopération franche et constructive avec ses parties prenantes. La méfiance vis-à-vis de la CENI, une perception négative de la CENI, le retard dans le financement qui affecte le chronogramme électoral à cause de la lenteur dans la prise de décision, les multiples interférences de certaines parties prenantes, l'insuffisance des effectifs dans les zones insécurisées et une désinformation qui affecte la qualité de notre communication interne et externe. Le président de la CENI a en outre explicité l'objectif de l'observation électorale ainsi que les bonnes pratiques conformément aux instruments légaux de la RDC et aux normes internationales régissant les élections démocratiques dans le monde. Dans son mot de bienvenue, le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga, a relevé que ce forum était une occasion favorisant des échanges notamment sur les conditions d'accréditation, les missions, les droits et les obligations des observateurs, mais aussi sur les sanctions éventuelles. L'assistance a eu droit à un partage d'expériences fait par la mission d'observation 5O ECC et les centres Carter, la nouvelle société civile congolaise, ainsi que des exposés des experts de la CENI, à savoir les directeurs des cabinets adjoints en charge des questions juridiques, les directeurs des opérations et les directeurs juridiques pour éclairer les participants sur des sujets indispensables avant une série d'échanges. Le gouvernement doit respecter les prérogatives de la Direction générale des impôts, estime Willy Keringai, journaliste spécialiste des questions économiques. C'est pour prévenir, indique-t-il, les empiètements récurrents du ministère des Finances, la tutelle sur les attributions de la DGI. D'après lui, la loi de 2003 confie la gestion exclusive de l'impôt à la DGI. L'autonomie de gestion de cette régie doit donc être préservée. Ce commentaire fait suite à un paragraphe du dernier Conseil des ministres des Finances, du dernier Conseil des ministres, qui disait notamment que le ministre des Finances a été chargé d'inviter les sociétés concernées à se comporter en entreprises citoyennes en respectant la procédure et le cas échéant en s'acquittant des amendes et pénalités du fait de leur comportement contraire à la loi. Quand vous suivez les textes qui régissent les secteurs financiers de notre pays, vous savez que la compétence d'attribution et la DGI, comme les autres régies financières, sont régies par une loi. Cette loi leur donne le pouvoir de collecter, de traiter, de rendre compte de l'impôt et de tout ce qui va avec. C'est donc un travail de titan, un travail de tous les jours, un travail qui répond aux prescrits de la loi. Le ministère des Finances, c'est un ministère de tutelle. La tutelle, ce n'est pas de la gestion, ce n'est pas de la hiérarchie organique. Ça signifie que quand l'administration a fini l'ensemble des dossiers, quand les techniciens ont fait l'ensemble des dossiers, le ministère des Finances peut exercer son pouvoir politique sur ce dossier, mais ne peut pas entrer dans la constitution d'élaboration de ce dossier. Sinon, à quoi servirait l'administration, à quoi servirait la technicité, à quoi servent les experts si les politiques se transforment en experts? Je suis vraiment inquiet et j'espère que le gouvernement va rapidement reprendre la main sur ce dossier et restituer à nos régies financières, par ailleurs, que l'on a de plus en plus félicité ces dernières années pour leur performance. Bon, les chefs de l'État doivent prendre ce dossier très rapidement parce que sinon, regardez, c'est l'épine dorsale de notre propre stabilité. Notre pays fonctionne, nous avons des ambitions, nous avons des projets, parce qu'il y a des hommes nuit et jour qui travaillent pour récolter l'impôt. Et nous avons ces dernières années
vu comment ils ont travaillé. Alors si le gouvernement pense qu'il y a dans l'administration financière, fiscale, des défaillances, il faut changer. Après l'inauguration des écoles Ukumbusho APS dans le secteur Luilou et Kamatete au quartier Kasulu de Kolwezi, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a invité le lycée Joudi dans la commune Manika où évolue momentanément une partie des élèves du lycée Mwenga. Elle s'est rendue dans les installations de cet établissement pour inspecter les travaux de réhabilitation de la partie endommagée par l'incendie du 24 avril dernier. Le gouverneur du Lualaba a effectué une visite de réconfort aux élèves du lycée Mwanga qui occupent provisoirement les locaux du lycée Djoudi dans la commune Manika. Après incendie d'une partie de leur école le 24 avril dernier, Marie-Thérèse Masuka Saini a été chaleureusement accueillie. L'autorité provinciale a eu un bref échange avec ses lycéennes dans une atmosphère de convivialité. Une rencontre au cours de laquelle on pouvait voir l'affection d'une mère vertueuse, attentionnée et préoccupée par le bien-être de ses enfants. Elles ont réservé un mot profond de reconnaissance à la gouverneure de province. Nul n'est besoin de rappeler ici que grâce à votre générosité et à votre cœur de mère, vous avez pris en charge tous les soins médicaux de tous nos collègues touchés. Juste après, la gouverneure Masuka et sa suite ont pris la direction du lycée Mwanga pour se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation de cet établissement scolaire après l'incendie. Même la pluie n'a pas réussi de l'empêcher à s'acquitter de ce devoir. L'accueil des élèves et des responsables était aussi particulier. Sans tarder, Marie-Thérèse Masuka Saini a été conduite sur le chantier par Olivier Bastin, directeur général de Building Construction, entreprise à pied d'œuvre. Les 13 salles de classe du secondaire et du primaire ainsi que le dortoir subissent un processus complet de rénovation. Comme elle avait promis, Masuka Saini n'a pas caché l'engagement de son gouvernement à réhabiliter complètement la partie endommagée de cette école conventionnée catholique. J'avais promis, quand j'étais passée à l'hôpital, là où il y avait des enfants qui étaient tombés, je les avais promis d'aller voir les conditions dans lesquelles elles étaient en train d'étudier. Mais j'avais aussi promis de venir voir l'évolution des travaux. J'ai le rapport de chaque jour. Mais je voulais juste m'assurer que ça avance et que le délai donné sera respecté. Dans le but de voir le Olomami doté des bonnes infrastructures, la gouverneure Isabelle Kalenga a visité plusieurs chantiers en pleine érection à Kamina, accompagnée du président de l'Assemblée provinciale, Venance Mutombo. Isabelle Kalenga pense qu'avec le peu des moyens, il est possible de faire grand. Les chefs de l'exécutif provincial du Olomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, accompagnés du président de l'Assemblée provinciale, Ngoyi Washimba Venance, a inspecté les différents travaux qui s'effectuent dans la ville de Kamina. Tout a commencé à la résidence officielle qui subit les travaux des réfections dans son ensemble. Au cours de cette visite, Yumba Mushimbi et Ngoyi Washimba Venance ont formulé quelques observations sur les travaux qui évoluent dans toute quiétude. Au niveau de la paillote des grandes réunions, l'exécutif provincial a visité cette place où s'effectuent les travaux de grande envergure. Dès là, les deux personnalités se sont rendues à un autre chantier où s'effectuent les travaux des réfections de cette maison officielle longtemps jetée dans les... Une page de l'histoire. À présent, l'acte de vente du Congo à la Belgique vient d'être retrouvé dans une salle de vente en Belgique et il est désormais exposé aux archives de l'État belge. Ce document a été signé en 1907 et n'existe qu'en 2 exemplaires. Nathan Diamouté nous retrace l'histoire dans ce récit. Une étrange découverte est tombée curieusement sous nos yeux. Il s'agit bien évidemment d'un document authentique unique sur un papier chiffon avec soin. L'écriture et calligraphie à la plume, une capacité assez particulière pour donner beaucoup d'importance à ces documents qui contient au total 5 pages. Dans son contenu, l'on aperçoit 12 signatures officielles respectivement des ministres et secrétaires généraux. L'on y retrouve également 12 sceaux à la cire qui sont tous reliés par les couleurs de la Belgique. Ces traités est exactement celui qui cède le Congo de Léopold II à la Belgique en 1907.
S'il vendait sa maison ou son château, ici il s'agit de l'État indépendant du Congo, donc un territoire qui fait 50 fois la Belgique. Et donc par un document de 5 pages, il cède la totale propriété à l'État belge. Il faudra dire que c'est aussi un mystère complet. Ces documents et son double disparaissent des décennies sans doute, emportés dans une valise pour échapper à l'invasion allemande en 40. Mis à l'abri, choyé peut-être par les descendeurs du sauveteur, il réapparaît dans une maison des ventes qui avertit tout de suite les archives générales du royaume. Sol, il cède les bâtiments et il cède aussi toutes les ressources, que ce soit agricoles, minières ou autres. Le caoutchouc, l'ivoire, tout est cédé via cet acte, mais il n'y a aucun mot pour les populations en fait. C'est comme s'ils étaient attachés au territoire et qu'ils n'ont aucune importance. Par discrétion, les noms de celui qui a tenté de la vendre restera secret. Ces documents est aujourd'hui aux archives générales du royaume parmi les 15 km d'archives des périodes coloniales. Tout le monde peut le voir, il est exposé jusqu'en décembre à la salle des lectures. Les frais de la morgue à l'hôpital de référence de Makiso Kisangani sont gratuits pour tous les habitants de la ville de Kisangani. Ainsi, on a décidé la fondation Mike Mosisi lors de la cérémonie du lancement officiel de la gratuité de la morgue et autres services de consultation, examens paramédicaux et traitements liés au paludisme et à la fièvre typhoïde. La fondation Mike Mosisi vient d'offrir aux habitants de Kisangani l'accès gratuit à la morgue de l'hôpital général de Makiso Kisangani ainsi que des services, des consultations, des examens paramédicaux et traitements curatifs liés au paludisme et la fièvre typhoïde. Les médecins directeurs de l'hôpital général de Makiso Kisangani, au nom de l'administration centrale, remercient les sénateurs Mike Mosisi pour ses œuvres caritatives en faveur des Boyomaises et Boyomais. La fondation Mike Mosisi vient de soulager la population boyomaise. Nous remercions la fondation Mike Mosisi pour le geste d'humanisme et nous l'encourageons de continuer ainsi. Pour son coordonnateur provincial, Mike Mosisi vient de soulager les conditions sociales des populations en leur offrant des services de santé médicaux en vue de leur bien-être social. Invité à cette cérémonie, le maire de la ville de Kisangani reconnaît les biens fondés de la fondation Mike Mosisi. Deli Lukunde Moutawe n'a pas caché sa satisfaction de voir cette fondation s'inscrire dans la logique du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle d'améliorer la couverture santé universelle. L'occasion de vous remercier pour avoir répondu au mot d'ordre lancé par son Excellence, le président de la République, celui de donner l'accès aux soins de santé pour tous. La fondation Mike Mosisi a remis entre les mains de l'administration centrale de l'hôpital de référence de Makiso Kisangani une enveloppe consistante pour couvrir les frais liés à la consultation, aux examens et au traitement du paludisme, de la fièvre typhoïde ainsi que les frais de la morgue pour une durée indéterminée. C'est au restaurant Mafraland dans la commune de la Gombe que s'est tenue jeudi une brève cérémonie de remise des diplômes de mérite aux jeunes entrepreneurs dont Hubert Israël Mbouyi, honoré par le Parlement debout de l'UDPS Tshisekedi. Ce jeune entrepreneur dit être motivé davantage à soutenir les jeunes dans leur projet entrepreneurial. Combattre pour un avenir meilleur de la jeunesse congolaise, investir dans leur autonomisation dans le secteur entrepreneurial, dont Israël Hubert Mbouyi vit ses multiples actions pour le bonheur des jeunes de la République démocratique du Congo, a été honoré par les responsables de la structure, Parlement debout du parti politique UDPS Tshisekedi. Un diplôme de mérite lui a été décerné avec une considération des leaders du secteur de l'entrepreneuriat en RDC, de par ses efforts qu'il ne cesse de fournir en faveur de jeunes qui cadrent avec la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle de créer des millionnaires et milliardaires en RDC. Les grandes routes commencent par les tout petits premiers pas. Comme vous-même venez de le dire, nous essayons d'être au-devant de la jeunesse pour présider à un avenir meilleur en nous battant pour le bonheur de la jeunesse congolaise. Je le disais tantôt que depuis des temps immémoriaux, les richesses du Congo n'ont bénéficié qu'à des étrangers. Et depuis un certain temps, par le dynamisme du président de la République, les jeunes Congolais peuvent travailler et réussir dans leur propre pays.
À cet effet, le Parlement debout de l'IDPS Tshisekedi l'invite donc à continuer à s'approprier cette vision. Motivation nabiso et outil la vision chef de l'État. Il y a encourager les jeunes entrepreneurs. Dans Israël Hubert Mbouyi, un expert dans le secteur entrepreneurial qui soutient les jeunes entrepreneurs avec des projets pouvant créer des jeunes millionnaires dans notre pays. On passe au sport. Les Vinci Léopards qui disputeront les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada et Mexique sont connus depuis hier. Les amateurs du football congolais ont beaucoup commenté les choix de Sébastien Desabre qui a préféré écarter William Balikwisha et rappeler Moukoko Amalé. Retrouvez l'intégralité de cette liste dans ce récit de Christian Bokaya. Pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Sébastien Desabre a rappelé Dieu merci Moukoko Amalé, Gaël Kakuta, Yohan Wissa et Glody Lilepo Maccabi. Dylan Bantou-Binsika et Arthur Maswaku ne seront pas de la partie, étant blessés. Les grands absents, c'est bien William Balikwisha. Comme gardien de but, on retrouve Lionel Mpassinzao, Dimitri Berthaud et Siadi Badjo. Le technicien français a fait aussi appel à Chancel Mbemba Mangoulou, Roki Bouchiri, Inonga Baka, Brian Bayeye, Gédéon Kaloulou, Moukoko Amalé Dieu merci, Joris Kayembe et Vital Simba. Comme milieu de terrain, on retrouve Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Edo Kayembe, Aaron Chibola, Grady Diangana, Théo Bongonda, Gaël Kakuta et Silas Kantompa. En attaque, Sébastien Desabre a fait appel à Fiston Maïle Kalala, Meshak Elia, Cédric Bakambu, Jackson Mouleka, Simon Banza, Glody Lilepo Maccabi et Yohan Wissa. Les Léopards de la RDC devront débuter cette campagne de la Coupe du Monde le 15 novembre à la maison. Ce sera bien sûr contre les Mourabitounes de la Mauritanie. 4 jours plus tard, soit le 19, ils devront rallier la Libye où ils vont en découdre avec les crocodiles du Nil, du Soudan. Place au rappel des titres. Moïse Katumbi, Denis Mukwege et Délice Sanga prennent l'engagement de soutenir les médias. Les représentants de ces candidats ont signé l'acte d'engagement de l'ONG Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, dont la cellule d'investigation a publié un rapport démontrant que Stani Boujakera n'est pas le premier à avoir obtenu le document qui l'a emmené en prison. Selon cette cellule, le journaliste ne peut donc pas en être le fabricateur. Affaire Mobondo, condamnation de 3 miliciens à 20 ans de prison pour participation à un mouvement insurrectionnel et en outre à la peine de mort pour participation à l'assassinat. Décision du tribunal militaire garnison de Kikwit. Une autre condamnation, c'est celle d'un magistrat au parquet près le tribunal de paix de Lemba à 1 an de prison ferme. Il est mis en cause pour arrestation arbitraire de 3 infirmières et tentative de concussion. Restez avec nous pour la revue de presse. Et c'est avec Joël Isselona qui me rejoint dans ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci Gloria Mbouya, bonjour et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Observation électorale, la CENI veut un nouveau code de conduite de partenariat avec les différentes organisations en vue d'améliorer le processus électoral. C'est le premier sujet de votre revue de presse. C'est le sujet exploité par le média en ligne actualité.cd. Ce média indique qu'après de 48 jours des élections générales prévues le 20 décembre 2023, Denis Kadima, président de la CENI, a procédé jeudi de novembre au lancement de travaux du forum sur l'observation électorale citoyenne. La CENI veut mettre en place un nouveau code de conduite en partenariat avec les différentes organisations qui sera les résultats des discussions et contributions de toutes les parties. Soulignons que cette rencontre est une opportunité pour la CENI et les différents observateurs nationaux de réaliser qu'ils ne sont pas dans 2 camps opposés. Denis Kadima Kazadi a révélé que la centrale électorale poursuit le même objectif primordial que les observateurs, celui de la
tenue d'élections qui soient crédibles, inclusives, transparentes et dans un contexte apaisé, note l'avenir. Entre vernissage de son nouvel ouvrage et publication de son équipe de campagne, les journaux parlent d'une longueur d'avance significative pour le candidat à la présidentielle, Matata Ponyo. C'est le moins qui puisse être dit sur ce candidat à la présidentielle de décembre, qui ne cesse de se crédibiliser par son leadership et son côté scientifique. Les médias en ligne 7/7 a titré RDC, une vie, une ambition, le nouvel ouvrage de Matata Ponyo qui raconte son parcours dès sa naissance aux hautes sphères du pouvoir. Baptisé par le recteur de cette alma mater, cet ouvrage offre un aperçu inspirant du parcours remarquable de l'ancien Premier ministre et constitue une source de motivation pour tous ceux qui aspirent à accomplir de grandes choses malgré les difficultés rencontrées. À travers sa plume, Matata Ponyo retrace son parcours. C'est les titres de Ouragan.cd. Pour ce média, le leader du parti Leadership, Gouvernance et Développement a déroulé un film d'un parcours émaillé d'embûches avant d'atteindre le sommet, tout en remerciant tous ceux qui lui ont prêté main forte, chose que souligne Alternance.cd dans son article titré Matata Ponyo retrace sa vie et ses réalisations à travers un livre autobiographique. Ceci s'ajoute donc les dévoilements de son équipe de campagne. C'est sur 7.cd annonce cela exhaustivement en titre, disant que Matata Ponyo Mapon est déjà en marche pour réaliser son ambition de devenir président de la République. Afin de concrétiser cette aspiration, l'ancien Premier ministre a constitué une équipe de campagne électorale la plus redoutable que l'on puisse avoir. Un document officiel du parti, on trouve une liste de 12 personnes où figure Tombola Moké en tête. On trouve également les célèbres présentateurs des émissions politiques, le Floride Zantoto, qui va diriger l'audiovisuel et presse écrite, et 10 autres têtes choisies minutieusement. Ce dernier titre de votre revue de presse, en Libye, un forum économique international pour la reconstruction de Derna. Et c'est ce qu'on peut lire sur africanews.fr. Ce média renseigne que des entreprises locales et étrangères ont assisté jeudi à un mercredi international organisé par le gouvernement de l'Est de la Libye pour la reconstruction de Derna, sinistrée par des inondations meurtrières en septembre. Et de son côté, le monde.fr précise que cette conférence qui a eu lieu le mercredi et jeudi à Derna et Benghazi avait été annoncée le 10 octobre avant d'être reportée en raison des scepticismes de plusieurs partenaires de la Libye, rappelant que plus de 400 participants et 260 entreprises d'une dizaine de pays y ont pris part. Voilà qui met fin, Gloria Mbouya, à notre revue de presse. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, Joël Isselena. C'est moi qui vous remercie. Je crois que vous comprenez presque que je souris. Merci également à vous de nous avoir suivis. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.